Pas de miracle pour la première de Benoît Thavenot au FC Metz. Pire, l'Olympique Lyonnais et Hendrick se sont amusés face au Grenat, ce qui accroît l'urgence alors que le déplacement à Angers arrive dès ce week-end. Sadi Boussané devrait sans trop de surprise être le 3e départ de l'hiver, mais toujours aucune arrivée en vue. Panique buy ou réelle détresse au mercato, c'est le focus du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode du Graouli Mag. C'est jour de première pour nous, jour de première pour débriefer la première rencontre de Benoît Thavenot tout simplement. Malheureusement pas le scénario escompté pour les supporters du FC Metz. On va revenir évidemment sur tout ce qu'il s'est passé ce dimanche soir au Stade Saint-Symphorien avec nos chroniqueurs du jour et on commence avec Franck Signorino. Bonsoir à tous. Pas une première affiche évidente pour Benoît Thavenot, Franck. Non, compliqué et puis forcément un peu déçu, tant sur la manière, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à redire, notamment sur le plan défensif, et j'attendais mieux. Alors je sais qu'il n'a eu que 3-4 jours et il ne faut pas lui imputer ça, mais ça devient problématique de prendre autant de buts, que ce soit contre Lyon ou contre une autre équipe d'ailleurs. Donc j'attends beaucoup mieux sur l'aspect défensif de la part de cette équipe. Je suppose qu'eux aussi attendent beaucoup mieux pour les prochaines rencontres. Mathéo Philippe est avec nous, était au commentaire du match d'ailleurs. Bonsoir à tous, effectivement. Après un 5-2, c'est sûr. Le match qu'on pourra retrouver après cette émission sera un petit peu plus tard dans la soirée, vers 23h sur Moselle Télé. Gérald Russello est également avec nous pour boucler la boucle des chroniqueurs du jour. Bonjour Émeric, bonjour messieurs, oui, en pleine forme. On a eu un beau feu d'artifice hier. C'est vrai, très beau spectacle. C'est vrai qu'on a eu un beau feu d'artifice, il ne faut pas l'oublier. Belle ambiance au Stade Saint-Symphorien. Évidemment, on va revenir sur tout ce qu'il s'est passé dans cette affiche. C'est le journal de la Ligue 1. « 19e journée de Ligue 1 et on retourne donc sur cette défaite du FC Metz face à l'Olympique Lyonnais. On va évidemment revenir sur tout ce qui s'est passé, parfois aussi en statistique avec notre voix off de cette émission depuis le début de l'année, Nathan qui est avec nous. Salut Émeric, salut tout le monde. On va pouvoir revenir sur tout ce qui s'est passé. Avant ça, Mathéo, pour la première de Benoît Thavenot, on se pose la question, est-ce que tu as vu un autre FC Metz malgré le score ? Oui et non, c'est difficile à dire dans le sens où ils ont tout de suite eu, on va dire, les 10 premières minutes, un vrai impact. Ils ont voulu y aller. Le problème, c'est qu'ils sont vite douchés en prenant ce but à la 10e puis à la 15e. Mais le problème, c'est là où je dis non, ça n'a pas changé, c'est que les largesses défensives sont toujours les mêmes, énormes, des trous énormes dans la défense. J'ai pas apprécié le match de Terry Egbe. Colin a pris le bouillon face à Hendrick. Et c'est là où ça m'énerve parce que Terry Egbe aurait peut-être aussi pu l'aider en resserrant les lignes. Donc c'est de façon globale cette défense où on justement tiré la sonnette d'alarme à ce niveau-là, elle n'a pas répondu présent. Et bon, il y a des motifs d'espoir forcément parce que tu mets 2 buts contre Lyon, il y a quelques situations intéressantes. Mais bon, tu perds encore par un large score, malheureusement. On va regarder les statistiques de la rencontre. Et encore une fois, la possession a été en faveur du FC Metz, 53% contre 47%. C'est 15 tirs à 13, mais 10 tirs cadrés pour Lyon, à 6 pour le FC Metz. Le directeur sportif, Frédéric Arpignon, disait au micro de Ligue 1+, à la mi-temps, ils ont eu un maximum de réussite et tout va contre nous. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Gérald ? Alors, quelque part, oui. Mais en même temps, c'est vrai que venant du directeur sportif, avec tout ce qu'on sait sur le recrutement, sur le mercato, on n'a pas forcément envie d'entendre ça de sa part. Malheureusement, il fait les frais un petit peu de la politique depuis quelques années. Mais oui, si on regarde sur le principe, on a vu, comme l'a dit Mathéo, une équipe de Metz qui rentrait sur le terrain avec de bonnes intentions, qui a fait un pressing haut qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps quand même. Le problème, c'est qu'effectivement, la défense était très mal alignée sur les 3 premiers buts. C'est effarant ce qui se passe. Thavenot nous avait promis de resserrer un petit peu cette défense. Malheureusement, on s'en prend 3 directs, donc ça plombe le match tout de suite. Mais il y a quand même eu quelques petits signes intéressants, notamment en deuxième mi-temps. On y reviendra, mais c'est pas face à une équipe comme Lyon, de toute façon, ça suffit pas. Même si on avait été encore meilleur, je pense que Lyon nous marcher dessus, parce qu'ils ont des joueurs quand même d'une autre classe que ceux du FC Metz, et c'est pas grave de le dire. Voilà, perdre contre Lyon, c'est pas scandaleux. Ce qu'on aurait voulu, c'est peut-être, sur ce match-là, en tout cas, voir une équipe peut-être moins joueuse, mais plus sécurisée en défense. Bon, ils ont voulu nous montrer qu'ils en avaient encore, au moins dans la tête et dans les jambes. Malheureusement, derrière, ça fait de nouveau une grosse défaite, et surtout avec beaucoup de buts encaissés, quoi.
Quand on voit les statistiques, Franck, c'est vrai qu'on se dit qu'on a du mal à imaginer ce score-là, parce que les stats sont assez resserrés. Encore une fois, c'est un peu toute l'histoire de ce FC Metz cette saison. Je trouve que c'est des statistiques en trompe-l'œil. Je m'explique. Alors, d'un côté, j'ai envie de dire oui par rapport à la déclaration de Frédéric Arpinon qui dit ils ont une grosse réussite, mais en même temps, les buts que tu prends, ils sont dans tes 6 mètres. Donc, il faut qu'ils y arrivent dans les 6 mètres. Et je veux dire, c'est ça le problème, c'est que, oui, ils sont très efficaces parce qu'ils convertissent leurs occasions, mais c'est pas les mêmes tirs que l'UFC Metz, dont en deuxième mi-temps où tu envoies 2 de Stambouli, de Tidjashvili, qui sont excentrés ou que le gardien repousse. Alors le gardien fait le taf, tu vois, mais les buts que tu prends sont au cœur de la surface, sont dans les 6 mètres. Juste avant ça, tu as un face-à-face sur une perte de balle de Gebama, il me semble. Donc, c'est des vraies occasions franches. C'est pas... Et après qu'ils les convertissent, ils ont le talent pour. Maintenant, comme tu l'as dit, moi, ce qui est gênant, c'est que c'est même pas les attentions, parce que tu les as vus, ils voulaient presser, ils étaient assez coordonnés, etc. Mais à partir du moment où tu joues haut, il faut quand même savoir gérer la profondeur. Quand tu es face à Hendrick, effectivement, tu sais que ça va vite. Tu es sur un côté, il faut des couvertures, il faut encore... c'est un problème d'équilibre. Encore une fois, c'est ça qui est dommageable. Et même en deuxième mi-temps, avant la réaction du FC Metz à partir de la 60e, où pour moi le match pour le FC Metz a commencé à ce moment-là. Ça aurait pu basculer presque. Tu peux en prendre 2 de plus, notamment avec la même action que contre Strasbourg qui amène Moreira à marquer le but. Un excentré qui rentre plein axe et qui se retrouve face à Fischer. Donc c'est largesse défensive qu'il faut à tout prix gommer. Il faut que tes lignes soient resserrées. Je vais donner un exemple en off. C'est tu pars sur des bases où tu veux relancer court avec le gardien, avec tes 2 centraux. Tu pars sur cette base-là, ok, même si je ne suis pas fan de manière systématique, tu pars. Le problème, c'est qu'ils font 3 à 4 passes. Finalement, le ballon revient sur Fischer qui est aligné hors de sa surface avec ses défenseurs centraux. Et là, à ce moment-là, il décide d'allonger. Le problème, c'est que tes défenseurs centraux sont sur la même ligne que le gardien, voire même une fois derrière lui. Mais comment tu peux être au deuxième ballon ? Parce que finalement, tes lignes sont écartées sur 80 mètres, Diallo est seul devant, et tu reprends le boomerang. Soit tu prends la décision de rejouer court de temps en temps, et c'est bien parce qu'il faut jouer, mais à un moment donné, tu dis à tes défenseurs centraux de monter, de coller, de jouer long et être sur le deuxième ballon pour mettre la pression, comme ils avaient eu envie de le faire très haut en ce début de période. Donc moi, j'ai l'impression que le message n'a pas été bien compris, parce que plusieurs fois, j'ai vu Taveno leur dire allongez, ne prenez pas de risques, notamment sur la première perte de balle aussi de Gebama. On l'avait vu plus en seconde période, justement. Et justement, à partir de la 60e, les changements, tu as vu un peu plus de verticalité, et c'est là que tu as mis en difficulté cette équipe de Lyon, notamment avec Kouao qui demandait en profondeur, Tidjashvili qui demandait en profondeur, qui amène des centres, et tu vois que là, à ce moment-là, Lyon était en difficulté. Mais le problème, c'est que tu pars de trop loin. 4 buts en première mi-temps, tu te mets une balle dans le pied, et je dirais que le maintien passe par une solidité. Alors c'est peut-être moins plaisant à voir, encore une fois, c'est moins plaisant à voir, mais tu as envie de voir des guerriers sur le terrain. Et le dernier point que je dirais, c'est qu'à un moment donné, il y a eu de bonnes intentions, mais il y a un manque, pour moi, flagrant d'impact. Tu as vu 2-3 duels où même un gars comme Yegbe, qui en impose, manque un peu d'agressivité dans le bon sens du terme pour tout enlever. On a vu à un moment donné Kouao qui l'a fait, le stade s'est levé. Donc il ne faut pas grand-chose. Tu fais 2-3 interventions. Hendricks, j'ai du respect pour lui. Mais au bout d'un moment, je veux dire, tu le vois, tu mets de l'impact. Moi, je n'étais pas du style à dire il faut le sécher. Non, mais tu lui fais savoir que tu es là, tu le sers. Quand même, quoi. Tu vas à l'impact, tu lui montres que tu es là et que le match ne va pas être facile pour lui. C'est en ça où j'en voulais un peu à Terry Yegbe aussi, parce que tu voyais que Maxime Collin, il prenait le bouillon. Tu viens l'aider, tu peux mettre 1 ou 2 gros taquets à Hendrick pour montrer que tu es là, ok, tu es un gros joueur, tu nous as déjà mis un but. Mais là, après, il y a cette gestion d'espace, de profondeur où à chaque fois, il était libre de tout marquage. Dû aussi à ça, il a été très intelligent dans son jeu. Hendrick, c'est l'appel contre appel. À chaque fois, il faisait un appel vers le passeur. Maxime Collin le suivait, puis il partait dans son dos et forcément, il était beaucoup plus rapide. Et ça, c'était bien joué. Et c'est ça aussi le problème. La couverture n'était pas couverte par Yegbe. À défaut de gérer, si tu fais une première erreur sur la profondeur, parce que 2-3 fois alignement, 2-3 fois tu te fais avoir par appel contre appel, comme tu dis, ça fait déjà beaucoup.
Mais après, il faut suivre. On voit que le centre à chaque fois en retrait, les mecs sont Et comme tu l'as dit, le premier ils marquent Messin tous dans la est à surface. 3-4 mètres. Et ça, c'est inadmissible parce que tu dois, en survie, faire valoir tes qualités d'agressivité, de duel et aussi de marquage. Sur la ligne défensive, ils sont tous à la faute, au moins à un moment donné du match. On ne peut même pas incriminer tel ou tel joueur. Même Bamin est fautif sur le troisième but, je crois, ou le quatrième. Je crois le quatrième, quand... il y en a toujours au moins un qui est fautif dans le truc. De toute façon, généralement, quand tu prends un but, il y a généralement un Non, fautif. mais des fois, tu as un joueur, par exemple, si on veut parler du milieu de terrain, on a tous en tête un joueur qui a été en dessous de son rendement. J'imagine que c'est prévu dans la suite de tes questions, mon cher Aymeric. Mais voilà, donc voilà, c'était juste pour dire que toute la défense a été aux abois. Un autre joueur, par exemple, tu as Tolisso, 3 fois au moins, il est parti, il était presque un 9 qui partait dans la profondeur. Et justement, le premier but part de ça. Il a réussi à contrôler, également. à être tranquille, à contrôler, à aller dans la surface et attendre le bon moment pour adresser le centre à Hendrick dans la surface. Malheureusement, ce genre comme l'action de Tolisso, ça serait que par de la communication. C'est-à-dire que tu as Hendrick qui décroche et l'autre tu le vois arriver. Donc tu dois prendre l'information et ne pas être focalisé sur ton joueur à proprement dit. Donc c'est vrai que là, ce sont des défauts de communication, des défauts aussi de lecture du ballon. Et j'espère, parce qu'il y a quand même des motifs de satisfaction, on le verra en deuxième partie de l'émission certainement, qui font que tout n'est pas acheté. Et je ne parle pas de satisfaction, je parle d'espoir, parce que, encore une fois, l'objectif maintenant, c'est quoi ? C'est pas la première place de non relégable, c'est la place de barrage. Possible. Nantes vient d'en perdre 4-1. Il faut se raccrocher à ce que l'on peut, en modifiant ce qui ne va pas. Et je pense qu'il y a du travail à faire, mais c'est possible. Et travailler sur les qualités offensives qu'on a pu voir. On voit que Lyon peut être mis en difficulté et que ce FC Metz-là est capable de marquer des buts. Si tu es capable de marquer des buts, c'est ce qui est le plus difficile dans le football. Il faut absolument gommer les erreurs défensives. On va justement revenir sur cet aspect défensif qui était cher à Benoît Thavenot à sa présentation et notamment en conférence de presse d'avant-match. Quels enseignements a-t-il pu tirer de cette rencontre ? On l'écoute. Non, c'est sûr, c'est pas ce qu'on espérait. Maintenant, est-ce qu'on savait à quoi s'attendre ? Je ne savais pas non plus. Ça m'embête parce que ce stade était beau ce soir. Voilà, il y avait du monde, il y avait de l'ambiance. On fait une bonne entame. Elle n'est pas longue parce qu'on prend ce but au bout de 10 minutes de jeu. Mais il y avait une bonne énergie. Après, malheureusement, on a fait trop de grosses erreurs. Et en Ligue 1, quand on a des joueurs comme ça, on ne peut pas se le permettre. J'avais l'ambition de mieux défendre. Alors là, il va falloir beaucoup travailler. Beaucoup travailler pour être plus solide. Et j'avais pris l'option aussi d'aller les chercher, d'aller les agresser un peu plus haut. Malheureusement, on n'a ni réussi sur les buts à attraper le ballon plus haut et on s'est fait prendre dans la profondeur de manière très violente. Donc on va bien revoir le match ce soir. On va corriger ce qu'il y a à corriger en termes de foot. C'est vrai qu'il n'a pas été évident de défendre sur ce match. Parfois, on aurait pu penser que Lyon était peut-être dans une autre dimension. En tout cas, c'était le cas de Hendrick, élu homme du match. Et évidemment, Nathan, ce triplé risque de sonner longtemps pour lui. Ouais, effectivement, Hendrick est devenu le plus jeune joueur de l'Olympique lyonnais à réussir un triplé en Ligue 1, juste devant Bernard Lacombe. Il entre dans le top 4 des plus jeunes joueurs à inscrire un triplé en Ligue 1 derrière Ménès, Mbappé, Ousmane Dembélé, et donc Hendrick a 19 ans et 188 jours. C'est très précis, on aime ça dans les statistiques. On a vu d'ailleurs, c'est notamment 86%, vous voyez derrière moi, de duels réussis, 6 tirs cadrés sur 6, tout simplement un match de patron. Et pourtant en face, Benoît Thavenot a fait ses premiers choix et on va les regarder notamment sur la composition d'équipe pour essayer d'enrayer tout ça. Ça n'a pas marché, justement, on va revenir dessus avec Fischer dans les buts, une défense à 4 avec Kwok, Bama Yegbe et Maxime Collin. Alpha Touré devant la défense accompagné de Demagué et de Boubacar Traoré, Aïn Diallo, Tsitaishvili. Mathéo, c'est vrai que sur ce premier 11, on a enfin pu voir une nouvelle patte et déjà un nouveau système de jeu notamment. Premier 11, donc on a débuté à 4, mais ça a duré une demi-heure finalement, parce que après, c'est au moment où on se prend le troisième but, Benoît Thavenot décide de
remettre Colin en défense à 3 et de descendre Tstaishvili. Et donc ça se transforme en un 3-4, enfin ça dépendait. Au milieu, il y avait Hein qui accompagnait plutôt Diallo devant, ça dépendait. Je pense qu'il a voulu aider, enfin il a voulu être agressif, il l'a dit dans les duels pour ses joueurs, mais ensuite la défense à 4, ça n'a pas du tout été bon pour les Messins, ça c'est clair. Gérald, évidemment, on avait une grande interrogation avant ce match. Est-ce que Benjamin Stambouli va faire son retour dans le 11 de départ ? Forcé de constater que non, même si il est arrivé après en même temps que d'autres joueurs. On reviendra sur ce triple changement juste après. Qu'est-ce qu'on en pense de ce choix ? Est-ce que tu as été surpris, toi, de ne pas le voir titulaire dans cette rencontre ? Alors j'ai été déjà agréablement surpris de voir qu'il voulait densifier le milieu de terrain, parce que depuis le début de saison, c'est un no man's land, le milieu de terrain. J'ai trouvé l'idée de départ bonne de rajouter un joueur, un milieu récupérateur. Bon, en l'occurrence, il a fait le choix d'Alpha Touré à la place de Benjamin Stambouli. Bon, ben voilà, ça peut arriver des erreurs. Hein. Je pense qu'il vient d'arriver, il ne peut pas non plus. Mais là, clairement, Alpha Touré est passé à côté de son match à beaucoup de moments. Maintenant, moi j'ai été déçu qu'il s'obstine à mettre quand même une ligne de 3 attaquants avec un Gauthier Hein excentré. On sait que Gauthier Hein, quand il est excentré, c'est peut-être pas forcément là où il est le mieux. Moi je le préfère en milieu de terrain un petit peu électron libre, où il fait un peu ce qu'il veut. Il l'a fait, mais bon. J'aurais densifié carrément, j'aurais mis 4 milieux de terrain et puis peut-être juste 2 pointes avec Diallo et Tstaishvili qui tournaient autour. Voilà. Bon, après, chacun fait son équipe comme il le veut. Mais déjà, la première chose, c'était vraiment de voir un milieu de terrain en plus. Ensuite, moi, c'est vrai que Stambouli, est-ce qu'il est capable de tenir 90 minutes ou pas ? C'est ça la question. En l'occurrence, son entrée, elle a été très bonne avec le jeune Believe Munongo. On va y revenir, mais c'est vrai que c'est une bonne chose. Là, il y a eu un bon signal envoyé par le coach. Ouais. Et justement, le cas Benjamin Stambouli, on y est revenu dessus avec le joueur notamment, mais aussi avec Benoît Thavenot. Qu'est-ce qu'il en est de Benjamin Stambouli au FC Metz ? C'est l'élément de réponse. Mais ça me fait plaisir qu'ils apprécient mon jeu et ma personnalité. Maintenant, on est tous ensemble. Être titulaire, moi, je suis prêt à l'être, mais je suis prêt aussi à être remplaçant pour l'équipe. Ce qu'il y a de mieux pour l'équipe, je le veux. Moi, aujourd'hui, ma situation personnelle, je la fais passer après parce que c'est le maintien du club qui m'intéresse et le fait qu'on se donne toutes les chances pour y arriver. Donc voilà, comme je l'ai dit au coach, je suis à la disposition et je suis là pour donner le maximum. Benjamin Stambouli, j'entends parler de Benjamin Stambouli depuis que je suis arrivé. Comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé plutôt bien moi cette semaine. Mais comme il n'avait pas joué depuis un moment sur des matchs à haute intensité, voilà, j'ai estimé que je voulais pas l'envoyer sur un début du match. Là, il m'a montré, c'était Lyon, il m'a montré sur sa entrée qu'il avait encore la capacité de nous faire du bien. Alors après, ça sera sur 45 minutes, sur 60 minutes, sur 20 minutes, sur 0 minutes. Mais je le dis et je le répète, il aura un rôle très important sur notre fin de saison en termes de leadership. On aura donc l'occasion de revoir Benjamin Stambouli. On l'a vu, on l'a déjà dit, sur ce triple changement qui est arrivé à l'heure de jeu. Un triple changement, c'est pas forcément quelque chose que l'on voit très souvent quand même. On a le droit à beaucoup de changements. Maintenant, Franck, est-ce que ça veut aussi dire que Benoît Thavenot est encore à la découverte de son groupe, d'avoir autant changé d'un seul coup à cette heure de jeu-là ? Bien évidemment, parce que le triple changement, il faut rappeler qu'il intervient après 2 grosses occasions lyonnaises où tu peux prendre le 5 et 6 sans 2 beaux arrêts quand même de Fischer. Donc moi j'ai entendu à un moment donné, oui, Fischer il n'est pas décisif, etc. On peut reprocher, mais pour moi il fait quand même 3 gros arrêts. En première mi-temps, il remporte un face-à-face. Après, en deuxième mi-temps, il évite le 5 et 6 sur la tête. Et encore une fois, de Hendrick qui n'est pas très grand et pourtant le marquage laisse à désirer à ce moment-là aussi. Donc, et puis sur le face-à-face, face à Hendrick. Donc, voilà, je veux dire, les changements interviennent à la 61e. Il a changé clairement le milieu de terrain pour insuffler un second souffle, justement, parce que tu voyais que c'était un peu submergé, etc. Tu vois que Stambouli a joué son rôle de stabilisateur. Il a même proposé des solutions un peu plus hautes pour qu'on lui donne le ballon entre les lignes. Il a même frappé, il s'est projeté, chose que tu n'avais pas vue. Il a cassé des lignes avec ses passes, avec ses mouvements, donc des choses que tu n'avais pas tendance à voir depuis un petit moment. Donc je pense qu'il a montré qu'il fallait compter avec lui, alors comme il l'a dit, et c'est pragmatique son discours.
60 minutes, 45 minutes, etc. Mais tu vois qu'il apporte une autre corde à l'arc, avec des solutions différentes. Et je dirais qu'en plus, à côté, la bonne surprise, c'est ce jeune. J'en avais entendu parler, équipe de France, etc. Il a été annoncé qu'on lui proposait un contrat professionnel. Il montre que les espoirs en lui sont réels et qu'il est rentré de façon décomplexée, avec du culot et en se montrant disponible. Il ne s'est pas caché. Il a perdu très peu de ballons et j'ai trouvé que ça fait partie des motifs d'espoir. Justement, je rebondis, mais ça va être vache ce que je vais dire. Mais c'est vrai que il a déjà presque plus fait offensivement qu'Alpha Touré sur les 60 minutes. Et on ne va pas s'acharner sur Alpha Touré, mais c'est vrai qu'on a besoin de milieux créatifs qui tentent des choses vers l'avant. À un moment donné, quand tu es derrière à chercher un résultat, derrière le score, il faut tenter. Parce que quand Habib Diallo est tout seul devant, accompagné de Hein et de Tsitaishvili, tu es toujours en sous-effectif dans ces phases offensives. Après, il bénéficiait d'un Stambouli qui le guidait un peu plus aussi, qui a un peu plus la bouteille, qui faisait l'équilibre. Par contre, j'ai du mal moi, je ne veux pas comparer Alpha Touré et ce jeune joueur. Il faut dire que ce jeune joueur, il arrive, il a su saisir son opportunité avec le contexte. On a dû lui dire, écoute, de toute façon, il y a 4-1, tu n'as rien à perdre, montre ce que tu as. C'est une opportunité de dingue, il faut savoir la prendre. Et c'est bien. Il l'a saisi. Et j'espère qu'il aura d'autres opportunités. Et il ne faut pas jeter non plus à Alpha Touré qui n'a pas le même passif, qui vient de faire une saison. Alors, bon, moins bon, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas le même passif psychologique. La situation, remis en cause assez régulièrement, que ce soit par les médias, où il sort, etc. Petite pointe de mercato aussi. Peut-être pointe de mercato aussi, où on l'annonce partant. Finalement, même quand avec Stéphane Le Mignon, il a toujours été aligné cette saison. Et le fait d'arriver dans une spirale, on va dire, négative, comme tu es actuellement, c'est pas le même état d'esprit, j'ai envie de dire, ou l'état psychologique dans lequel tu entames le match. Face à un public qui va te siffler, etc. Donc, ouais, j'aime pas comparer. Pas trop bien non plus, trop rapidement, parce qu'il risque de partir forcément l'été prochain pour le chèque des NCG en Angleterre. Donc, qu'on prenne le temps avec ce jeune joueur. Et justement, Nathan, c'est vrai que tu es un peu spécialiste carnet rose sur cette émission. Tu as écumé un petit peu toutes les dates et tu les comptes à presque les jours qui passent. Believe Moulongo, c'est aussi un record de précocité en son genre. Et effectivement, à seulement 16 ans et 63 jours, rendez-vous compte, le Messin entre dans le top 10 de précocité du championnat depuis 1950. Il a débuté au même âge qu'un certain Ryan Cherki. Il est appelé en équipe de France U17 et maintenant en U18 depuis septembre dernier. Alors Franck, on a une question pour toi. Est-ce qu'on peut parler d'une pépite ou est-ce que c'est encore trop tôt ? Écoute, je pense que c'est encore trop tôt parce que effectivement, il bat des records de précocité. Il est en équipe de France. On peut parler de pépite parce que je compare à la situation personnelle. Moi, je faisais ma première contre Lyon. J'avais 4 ans de plus. Donc en 4 ans, qu'est-ce que tu peux progresser ? Mais il peut y avoir beaucoup de choses également. Aussi. Mais par contre, je prends la jurisprudence Thiel, qui a commencé, Vincent Thiel, qui a commencé à 16 ans également, qui battait des records de précocité, international luxembourgeois avec l'équipe première, etc. Par contre, c'était pas le même physique. Donc je dirais que lui, il a quand même des garanties, 1m88, assez costaud dans l'impact, techniquement très bon, c'est pas même, mais il faut faire attention avec ça parce qu'il ne faut pas cramer non plus. Il a un gros espoir et de grosses attentes, mais attention quand même. La sélection luxembourgeoise, c'est pas la sélection française non plus. Ouais, mais l'équipe A n'est pas l'équipe des U17 non plus. Parce que je reconnais beaucoup qui ont fait des sélections en U17, U18, ils ne sont jamais passés en professionnel aussi. Donc chaque step, là il a montré qu'on pouvait compter sur lui, il va mettre de la concurrence, attention, et ça c'est bien. Ça va faire de l'émulation parce qu'il a eu une petite chance, il a envie de la ressaisir une seconde fois, donc ça c'est bien. Benoît Tavenot qui avait dit qu'il avait croisé de très 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 bons jeunes, il y avait autant de traits dans son mot, dans sa phrase pour parler des jeunes du centre de formation notamment, de ceux qui viennent taper à la porte de l'équipe première. Gérald, on va quand même garder un motif d'espoir, comme le disait Franck, dans tout ça. Le FC Metz a marqué 2 buts dans ce match, on peut le dire, grâce à Kofi Kouao, buteur dans un premier temps, qui profite d'une erreur défensive de Lyon, mais il faut en profiter parfois, c'est bien aussi. Et passeur pour Habib Diallo, cette équipe n'a pas lâché déjà dans le match. Et surtout, mentalement, on l'a déjà vu couler pour moins que ça. Et là, il y avait quand même de bonnes raisons de lâcher à 4-1 notamment. Finalement, elle a répondu présent pendant 90 minutes. Ouais, c'est peut-être la différence avec l'équipe anciennement entraînée par Stéphane Le Mignon. C'est que les derniers temps, quand l'équipe prenait 2-3 buts, c'était rideau. On voyait des joueurs qui ne se battaient plus sur le terrain, avec une équipe en face qui avait
visiblement pas envie de tirer sur l'ambulance et qui levait le pied. Alors que là, on a vu Lyon être vraiment en difficulté. Alors, ça avait peut-être un petit peu des airs où Metz PSG ou Metz contre Paris avait réussi en fin de match à donner de l'impulsion. Donc là, hier, on a vu effectivement une équipe qui a joué jusqu'au bout malgré le score. Et encore une fois, en jouant comme ça, c'est là que tu pourras prendre des points. Alors, c'est parce que c'était Lyon. Lyon, c'est une très très bonne équipe avec des sacrés joueurs. Donc peut-être que contre Angers, on peut espérer dimanche voir cette équipe prendre enfin des points, parce que c'est ça qui lui manque. Surtout ça. C'est être récompensé finalement, parce que là, tu marques des buts, mais tu te fais planter par tes propres erreurs défensives. Si on arrive vraiment à gommer ces erreurs-là, avec un comportement comme ça, en ne lâchant rien, peut-être qu'on arrivera à prendre des points et peut-être qu'on pourra espérer, qui sait, au moins atteindre cette place de barragiste, même si bon, on aurait préféré mieux. Mais c'est le motif d'espoir, c'est ça, c'est de les avoir vus combatifs et être capable de marquer des buts aussi grâce à Habib Diallo, parce que quand il est là, c'est quand même pas le même FC Metz, on l'a vu. Sans Habib Diallo, l'attaque messine, elle est morte. Alors que là, tu retrouvais au moins des solutions. Ça, c'est intéressant. Messieurs, très rapidement, je ne sais pas si vous avez envie d'en parler ou non, je vous laisse la porte ouverte. L'arbitrage a fait un petit peu parler, notamment sur la fin de match, peut-être parce que les gens espéraient un peu de suspense dans le scénario. Franck, est-ce que tu as trouvé que c'était si scandaleux que ça sur la fin, notamment? C'est vrai qu'on parle potentiellement de pénalty pour Metz avant celui qui a accordé à Hendrick, ce genre de choses. Sur Habib Diallo, sur ce centre-là... Après, il faut voir entre est-ce qu'il est vraiment touché, est-ce qu'il se jette. J'ai vu l'arbitre qui dit qu'il se jette aussi, qu'il en rajoute énormément. Mais dans ce cas-là, tu peux ne pas siffler le pénalty face d'Hendricks. Donc, tu auras forcément cette polémique. Après, j'ai envie de te dire, sur ce match-là... C'est pas ça le tournant du match, quoi qu'il arrive. Sur ça, non, Exactement. Tu peux pas attendre. Tu peux attendre à ce moment-là, réclamer un petit coup de pouce de l'arbitre pour pouvoir espérer quelque chose. Mais pour en revenir à ce que tu disais, le vrai motif d'espoir là-dedans, c'est que tu pourrais dire le FC Metz, c'est parce que Lyon a lâché un petit peu. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de suffisance, notamment sur le premier but. Lyon qui a joué cette semaine aussi. Par contre, Lyon a vraiment douté. À un moment donné, suite à justement ce penalty non sifflé sur Diallo qu'on aurait pu... 4-3, on pouvait assister 4-2. à 10 dernières minutes. Non, mais c'est ça, c'est que tu as vu à ce moment-là que les Lyonnais se sont réunis. Il y a eu une réunion entre les Lyonnais, ils ont appelé tout le monde. Qui a appelé tout voilà, pour dire, là on est en train de faire le fil du match, on sait que cette équipe de Lyon est capable de perdre comme sa finale de Coupe d'Europe, non c'était demi. Manchester, c'est ça demi, ouais. Demi où ça lui tendait les bras et ils ont complètement lâché. Donc tu sais qu'elle est à géométrie variable. Donc Metz a vraiment fait douter Lyon et c'est là-dessus que tu peux avoir de l'espoir. Et c'est aussi en ça que tu peux être un petit peu frustré de l'arbitrage, parce que sans le penalty, en plein temps fort, tu peux espérer peut-être, Il a combien le penalty, 90e en plus? Non, le penalty sur Diallo, c'était en plein temps fort. Sur celui d'Hendrick, il a sifflé. C'est vrai qu'à vitesse réelle, moi je me dis, comment il fait pour pas le siffler? Moi je pense que le problème c'est qu'il a J'ai pas eu l'occasion de voir le ralenti. Ils n'ont pas montré le ralenti. Et ce qui est étonnant, c'est que la VAR ne soit pas prononcée, ne serait-ce que pour analyser les images. On va, messieurs, clore un petit peu ce chapitre avec les réactions de Gauthier et Benjamin Stambouli. Il va être question d'analyse du match, mais aussi de classement. Ouais, aujourd'hui le score est clair, 5-2 ça fait mal. Après c'est malheureux parce qu'on prend des buts rapidement alors qu'on n'est pas forcément en situation de déséquilibre, mais c'est clair que on doit s'améliorer dans le secteur défensif. Après j'ai envie de garder le positif sur la deuxième mi-temps, l'état d'esprit. Malgré le score, on a donné toutes nos forces dans la bataille et je pense que par rapport aux idées du coach et ses convictions, il va falloir s'appuyer là-dessus et continuer à y croire. On va beaucoup travailler sur le plan défensif pour essayer de s'améliorer encore une fois. Et je pense qu'offensivement, on est capable de faire des bonnes choses, mais il va falloir le montrer. Et aujourd'hui, on ne prend pas de points. On en prend 5 à domicile, c'est dur. C'est dur pour tout le monde, pour les supporters, pour le club, pour les joueurs. Mais on se doit de rester positif, de garder de la fraîcheur mentale match après match, parce que sinon on aura du mal à surmonter cette épreuve. Mais j'ai envie d'y croire et
Et comme je disais tout à l'heure, s'il faut mourir les armes à la main, on mourra les armes à la main. Il reste 15 matchs, 15 batailles à livrer. Là, finalement, la bataille pour le maintien, elle passe par la 16e place. Ça paraît compliqué d'aller chercher la 15e, celle de premier non relégable. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une bataille avec Auxerre et Nantes qui est lancée là. Si on est très réaliste, oui, mais honnêtement, je crois que ce que l'équipe a été capable de faire à un moment donné en enchaînant 3 victoires d'affilée, c'est pas anodin. C'est pas anodin. On gagne pas 3 matchs d'affilée en Ligue 1 comme ça. Ça veut dire que cette équipe elle a des ressources et que s'il y a peut-être un déclic psychologique, quelque chose qui s'opère, on peut être capable de viser un maintien outre la place de barragiste. Après, combien de pourcents ça représente dans notre survie, j'en sais rien. Mais moi, je me refuse de croire qu'on est à se battre pour truc. Je suis sûr que cette équipe elle a les ressources pour aller chercher quelque chose. Stambouli a envie d'y croire, on va le regarder dans la suite, ça va pas être évident. D'abord, petit point sur les résultats de cette nouvelle journée de championnat et comme on l'a dit, bataille entre Nantes et Auxerre puisque Auxerre s'est incliné face au Paris Saint-Germain 1-0. Nantes a perdu lui contre Nice 4-1, c'était ce dimanche dans les surprises si on peut dire. Marseille s'est imposé face au Racing Club de Lens et met fin à sa série de victoires. Match nul aussi entre le Paris FC et Angers dont on va parler tout à l'heure. Lille qui continue à couler au classement évidemment, ça fait un petit peu de changement, vous allez le voir. Paris redevient leader après pas mal de journées d'absence devant le Racing Club de Lens. L'Olympique Lyonnais, lui, est 4e et colle à l'Olympique de Marseille. Dans le bas de tableau, Nantes, Auxerre et Metz se tiennent en 2 points. Mais Metz est à 8 points du Havre. Mathéo, 8 points de retard. Est-ce qu'on est condamné à parler de barrage au mieux pour le FC Metz ? Comme l'a dit Benjamin Stambouli, ça semble être l'objectif désormais, mais... si tu enclenches une série, ça peut aller vite avec la victoire à 3 points. Maintenant, il ne faut pas se cacher derrière cette fameuse série de 3 victoires qu'on met en avant à chaque fois. Elle a été réalisée, c'est très bien. Mais il va falloir maintenant, au lieu de faire ces discours-là, il va falloir maintenant prouver aussi sur le terrain et enfin gratter des points et avoir cette première victoire qui pourrait enclencher une. Mais en tout cas, il faut aller step by step et gagner contre les concurrents directs et notamment ce match contre Auxerre qui arrive bientôt. Avant ça, il y aura d'autres rencontres et après l'Olympique Lyonnais, place au SCO d'Angers. Évidemment, un match où on espère que le CS pourra récolter des points, mettre fin à cette série de défaites. Ce ne sera pas évident. On va regarder d'ailleurs les statistiques de cette équipe si vous le voulez bien. Elle est 11e de Ligue 1 en ce moment avec 23 points, 6 victoires, 5 nuls, 8 défaites. C'est 20 buts marqués pour 25 buts encaissés. Sidiki Chérif qui est le meilleur buteur avec 4 réalisations. Gérald, au match aller, on parlait de... je mets des guillemets, club de notre championnat. Est-ce que c'est encore le cas pour cette équipe d'Angers qui a quand même surpris pas mal de monde récemment ? Je pense que oui. Je pense que c'est toujours à notre portée. Il reste 15 matchs, encore une fois. Oui, c'est peu et en même temps, c'est beaucoup. Donc oui, pour moi, on l'a vu. Alors, c'est quelle équipe là, qui fait une très mauvaise série ? C'est Lille en ce moment qui fait une très mauvaise série et personne n'est à l'abri. Et Metz n'est pas à l'abri de faire une bonne série aussi, à nouveau, même plusieurs. Donc... je pense que oui, ça reste quand même une équipe qui est à notre portée. Quand on voit qu'on est capable d'embêter le Paris Saint-Germain, qu'on est capable d'embêter hier Lyon, même si c'est que sur quelques séquences, on doit quand même être capable de faire un match plein contre une équipe qui est 11e de Ligue 1. Sinon, autant arrêter le championnat tout de suite. Mais ça passe par là. Je veux dire, c'est même pas question à se poser si ils sont dans le classement, ne sont pas dans le classement, à notre portée ou non. C'est que ça fait partie des budgets moyens de Ligue 1, voilà. Des équipes, il faut le souligner, qui font du très bon travail avec du jeu, avec l'effectif qu'il a à disposition. Maintenant, il y a l'imbroglio Abdelli, il y a Touré aussi, qui n'est pas sûr de rester. Donc eux, ils ont leurs propres problèmes. C'est à toi Chérif aussi qui a quelques... Chérif, voilà, c'est à toi d'accentuer là-dessus. C'est-à-dire que d'aller là où ça fait mal, de leur mettre la pression, et pas pour les rattraper eux, mais au moins pour toi, pour obtenir un point, voire 3 points. Comme tu dis, Stambouli ne s'interdit rien. Par contre, la première marche, ça passera par la 14e place. Donc avant de passer... par le barrage, la 16e place, avant de passer au 15e ou 14e, tu passes par cette place-là qui est le premier motif d'espoir de maintien dans cette Ligue 1. Et ça passe par des bons résultats, que ce soit contre Angers, que ce soit à domicile contre Nantes, que ce soit contre Auxerre, que ce soit contre Lorient. Regarde Lorient. Lorient a pris un point alors qu'ils font une série incroyable. Ils font une série incroyable. Donc à Rennes, ils ont battu Monaco. Donc il ne faut rien s'interdire, mais
Encore une fois, ils l'ont dit tous. Défensivement, il faut que tu fasses quelque chose. Ah, c'est sûr que défensivement, il va falloir changer quelque chose et pourquoi pas inquiéter un petit peu plus, comme on l'a dit, cette équipe d'Angers qui est sur une série un peu moins, on va dire, éclatante que sur ces dernières semaines. Ces 3 matchs sans victoire avec 2 défaites face au Havre et face à Marseille. Ce match nul ce week-end face au Paris FC, 0-0. Mathéo, on a envie de dire désormais plus d'excuses de la découverte pour Benoît Thavenot encore, ou ce sera encore trop tôt. En tout cas, quoi qu'il arrive, là il y a une urgence de résultat, on l'a dit, et ce ne sera pas la même que face à l'OL, il n'y aura pas cette excuse-là en tout cas. Oui, il y a cette urgence de résultat, on cesse de le répéter. Maintenant, on ne va pas incriminer tout de suite Benoît Thavenot. La semaine prochaine, ça fera 2 semaines qu'il aura été avec son groupe. Bien sûr qu'il aura déjà eu plus de visibilité sur ce qu'il peut faire, etc. Je pense qu'il a déjà bien analysé par rapport au match de Lyon qui est criant dans les problèmes qu'on a à Metz. Maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre de lui ? C'est des résultats. Maintenant, le jeu, on regardera ça au second plan. C'est les résultats et puis c'est tout. Est-ce que vous y croyez face au SCO d'Angers, là, Gérald, notamment Mais tous les week-ends, moi j'y crois. Hier, j'y croyais aussi. C'est beau ce que quand tu es supporter de Metz, on n'est pas juste des chroniqueurs, là, on a Metz dans notre cœur. Donc tous les week-ends, on y croit, on démarre le match. Et à chaque fois, ma copine me dit, mais arrête, tu vas te faire du mal. Et elle a raison. Mais il faut, on est obligé d'y croire. On est obligé d'arriver au début d'un match. Et eux, les premiers, de toute façon. Si tout le monde arrête d'y croire, ça ne sert à rien de jouer en Ligue 1. Comme je disais l'année dernière, on est très bien en Ligue 2, on sait que ça gagne. Donc à un moment donné, si on joue en Ligue 1, il faut... Ouais, mais tu n'es pas sûr qu'en y retournant, tu gagnes à nouveau. Mais non, c'est ça le problème. T'es obligé, comme on dit chez moi, après la pluie vient le beau temps, reste à savoir quand est-ce qu'il va venir le soleil. Malheureusement, chaque semaine, tu espères qu'il arrive le soleil, et là, tu espères qu'il y a un déclic, tu espères que tu as bien bossé, tu espères que... mais c'est à toi de le provoquer dans ce que tu fais au quotidien. Eux, ils doivent se mettre dans la tête, ok, on sait jouer au football, ouais, on sait faire des séquences. Maintenant, est-ce qu'on sait défendre ? Il faut savoir défendre, c'est tout. En équipe, je ne parle pas d'individualité, hein. Je parle de bloc équipe, je parle de laisser le moins d'opportunités à ton adversaire, quitte à t'en procurer peut-être 2 fois moins que tu arrives à t'en procurer maintenant. Le but, c'est d'être efficace, que ce soit derrière ou devant, et peu importe la manière. Et on verra avec quel joueur ce sera réalisable. On va justement ouvrir une petite page Mercato quand on arrive bientôt au bout de cette fenêtre hivernale et aussi de cette émission. Il faut le dire, c'est l'heure du focus. Et dans 1 semaine et quelques heures, puisque ce sera à 20h, le mercato hivernal va fermer ses portes. Et également pour le FC Metz, 2 départs déjà actés, celui de Brian Maggio du côté d'Aston Villa, celui de Morgan Bokele en prêt à Dunkerque jusqu'à la fin de la saison. Et un 3e départ est en route, celui de Sadibou Sané, direction Foot Mercato, et Sacha Tavolieri qui nous ont fait mention de ça ce week-end. Le Club Bruges a finalement décidé de passer à l'action. 6 millions d'euros, un contrat qui court jusqu'en 2030. Gérald, c'est vrai que Sadibou Sané aurait pu partir cet été. Il y a une première partie de saison compliquée. Il revenait bien. Est-ce que finalement c'est le bon timing pour vendre ce joueur ? C'est jamais le bon timing de vendre un joueur comme ça en plein milieu de saison, quand tu sais qu'il peut t'apporter quelque chose. Alors ok, il a fait un début de saison catastrophique. Pour autant, il revenait bien et il ajoutait une solution dans un championnat qui est long. Alors évidemment, on n'est plus en coupe, on aurait pu autant de matchs que certaines équipes, mais la saison est longue, t'es pas à l'abri d'une suspension, d'une blessure, et en défense, les solutions, elles sont pas légion. Donc Sadibou Sané, ça reste quand même un joueur important de l'effectif, et c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir s'en servir. Donc ouais, s'il part, je pense que ce sera compliqué. En plus, il ne sera pas concrètement remplacé. Ça m'étonnerait que, comme ça, à quelques jours de la fin du mercato, on trouve un joueur de son niveau, en tout cas pour faire le nombre en défense. Donc non, moi, cette histoire de mercato me pose énormément de problèmes. Encore une fois, on accumule les millions et on rembourse ad vitam aeternam ce déficit budgétaire. On aura peut-être des sièges Grenat. Structurel. Non, mais arrête, ça c'est pas important ça. Ce qu'il faut, c'est rembourser le déficit structurel. On nous le dit à chaque vente. À chaque vente, on nous dit que on n'a pas d'argent, mais on vend quand même des joueurs à 12 millions, 6 millions.
Donc non, j'ai très peu d'espoir. Voilà, je pense que ce sera peut-être même pas le dernier départ d'ici la fin du mercato. Donc Sabaly peut-être. Sabaly qui était apparemment malade, mais bon, voilà, je sais pas. Moi, ça me pose énormément de problèmes. On se retrouve encore une fois à la fin d'un mercato plus faible qu'avant, alors que c'était censé normalement te renforcer. Bon bah, force est de constater qu'à nouveau, on va être encore une fois affaibli. Donc il y a d'un côté le discours où on veut se maintenir, où on veut se donner les chances. Puis à côté, il y a les actes, donc ces ventes. Moi, je trouve ça déplorable. Donc je ne sais pas où on va, mais c'est vraiment pas le sujet, je pense, le plus agréable à aborder quand on parle du FC Metz. En même temps, il est vrai que ce déficit budgétaire existe avec tout ce que l'on sait, tout ce qui est droit télé, ce genre de choses notamment. C'est vrai qu'on l'a annoncé, il devait y avoir des remplaçants en cas de départ, c'est ce qui avait été annoncé. Pour le moment, ce n'est pas le cas, on en est à 2 départs et demi en attendant l'officialisation de Sadibou Sané. Toujours pas d'arrivée. Sur les 12 millions de Bryan Maggio, aucun ne sera réinvesti, ça c'est ce qui a été dit par le président. Peut-être sur les 6 millions de Sadibou Sané. J'allais dire, j'ose espérer, encore une fois, c'est de l'espoir. Si tu valides le départ de Sadibou Sané, qui en soi, je veux dire une chose, si tu te bases sur les chiffres et sur le début de saison en Ligue 1, tu prends 6 millions, parce que le joueur, même si c'est un bon joueur, même s'il a montré en Ligue 2, même si tu me dis qu'il revenait bien, même si... Voilà, tout ça, je l'entends. Par contre, tu as pris 45 buts. C'est factuel. Avec Sadibou Sané dans l'effectif. Tu as pris 45 buts. Donc, ce n'est pas le chef de file que tu espérais. Ce n'est pas le patron que tu espérais. Donc, tu prends 6 millions. Voilà. Est-ce que tu vas réinvestir ou est-ce que tu laisses partir pour 6 millions parce que tu as trouvé une solution que tu vas activer tout de suite et j'espère que ce soit même par un prêt, un prêt d'un défenseur central, c'est moins difficile que, trouver un attaquant qui va te faire la diff. On est d'accord sur le poste. Donc peut-être, j'espère ça. Maintenant, en soi, 6 millions d'euros, Sadibou Sané, écoute, si tu n'es pas forcé, tu ne le fais pas. Maintenant, si tu as trouvé une solution, que tu as travaillé en amont et bien travaillé en amont pour remplacer... Parce que c'est une rumeur qui ne date pas d'aujourd'hui. Le club Bruchadcom, il y a quand même quelques jours, voire peut-être même quelques semaines. Donc on peut peut-être penser aussi que le board a pensé, pendant ce temps-là de négociation, à trouver un remplaçant. C'est ça, donc reste à savoir. Parce que de toute façon, tu sais très bien que le mercato en janvier, il se joue dans les 2 derniers jours. Toujours. Ça s'active, etc. Donc moi, j'espère qu'il va y avoir au moins, pour remplacer numériquement, parce que de toute façon, Sadibou Sané, sur la première partie de saison, n'était pas titulaire. Suspension, etc. Il n'a pas fait énormément. Donc tu comptes sur les joueurs que tu as à ta disposition, qui ont joué contre Lyon, qui ont joué avant. Et puis tu espères peut-être... Ils se sont pris aussi 45 buts au passage. Tout à fait. Donc, tout à fait. Enfin, Sadibou Sané, on n'est pas en train de vendre Sylvain Castendash non plus. Non, mais en l'occurrence, il faut quand même avoir anticipé. Sinon, qu'est-ce qu'il a prouvé Sadibou Sané en Ligue 1 finalement? Mais qu'est-ce qu'ils ont prouvé, les joueurs qui sont là actuellement? Non, mais tu peux pas les vendre, ces joueurs-là. Donc la question, c'est lui qui a le plus de valeur. Tu peux vendre 6 millions d'euros. Oui. Bon. C'est ça. Mais est-ce que tu es capable de trouver un prêt d'un défenseur central qui peut faire le nombre ou qui peut t'apporter une plus-value par un prêt ou par un transfert à 3 millions d'euros Du coup, tu gardes 3 millions d'euros dans la trésorerie. Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, excuse-moi Émeric, c'est que c'est vraiment le joueur qu'on pensait vendre au dernier mercato. Donc dans tous les cas, il faut le remplacer par au moins un joueur équivalent, parce que tu es censé avoir anticipé. On l'aurait gardé s'il avait été patron dans la défense, et je pense qu'il aurait été transféré l'été prochain avec une plus grosse valeur marchande. Ça a été une satisfaction de le garder cet été. Voilà. Au début de saison, on est tous contents de le garder. Quand tu vois ce qu'il fait, tu te dis, tu le vends, dans les 6 millions, c'est au départ, tu comptes sur lui. Oui. Donc là, si tu le joueur en plein hiver, à la fin du mercato, tu as forcément anticipé. Bien sûr, sinon heureusement. Tu tires une balle dans le pied. Sinon là, les critiques seront encore plus vives. C'est vrai, Mathéo, qu'on a entendu notamment de la part du président, un effectif de qualité de la part du FC Metz. Là, malheureusement, cette qualité est moindre avec 3 joueurs en moins. Malheureusement, c'est pas pour parler de chaque joueur ou quoi, c'est qualitativement, tu perds des joueurs. T'en as parlé très vite fait, tu l'as glissé ce mot, cette expression, le panic buy. Est-ce que tu le crains, toi, du côté du FC Metz, de justement devoir remplacer? Et on le sait, le mercato hivernal, c'est un mercato d'appoint. Tu ne fais pas non plus tous les joueurs que tu peux faire, surtout avec une Coupe du Monde qui arrive en fin d'année pour pas mal de joueurs. Donc il y a peut-être des coups à flairer, ce genre de choses. Néanmoins, on a peut-être un peu peur de ce qui peut arriver ou pas?
Mercato hivernal, c'est un mercato d'opportunité. Tu essayes de te rattraper aussi sur ce qui n'allait pas la première partie de saison. Et puis, tu vends aussi malheureusement certains éléments parce que tu en es contraint aussi pour différentes raisons. Panic buy, tu le sais finalement 6 mois, 1 an après, quand le joueur finalement n'a pas joué ou justement ça a été l'opportunité. Tu es censé anticiper cette période du mercato où tu te doutes que c'est des opportunités et qu'il faut sauter sur l'occasion. Donc on jugera ce mot panic buy si on descend en Ligue 2 ou pas finalement et que le joueur a été bon ou pas. En tout cas, on ne sait pas si le banc, on se doute que le banc a peut-être anticipé ce départ, on ne sait pas parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rumeurs sur ce mercato-là, c'est assez calme, c'est aussi un peu ce qui peut nous inquiéter peut-être, on essaye d'aller aux informations, il n'y a pas grand-chose. Néanmoins, elle vient de sortir cette information, elle vient de nos amis du Républicain Lorrain. Les dirigeants du FCM sont engagés des discussions avec le jeune milieu offensif cette fois-ci. Attention, ce n'est pas un défenseur de Montpellier, Nicolas Pays, buteur à Saint-Symphorien, c'était le 11 janvier dernier en Coupe de France. Alors attention, ce départ ne se ferait qu'en cas de départ de Sadi Boussane et justement 2 millions d'euros pour recruter ce joueur. Eh bien Franck, justement, on parlait de pourquoi pas le remplacer. Là, pour le moment, on chercherait un joueur offensif en tout cas. Pour le coup, je ne peux pas parler de ce joueur-là parce que je ne connais pas ses caractéristiques. Je ne l'ai pas vu évoluer au match de Coupe de France. Mais a priori, 22 ans, c'est un joueur à potentiel. De toute façon, maintenant, tous les clubs se tournent vers ce genre-là avec bankable. Non, mais ou avec une marge de progression. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est un moindre... un coût moindre et l'objectif également que ce que fait Strasbourg avec les meilleurs de Chelsea, etc., des joueurs de 21, 22, 23 ans que tu es capable de montrer, qui sont capables de faire de belles choses et de revendre plus cher après. C'est la réalité économique, pas simplement du FCMS, de tous les clubs. Donc oui, de toute façon, tu as un besoin de joueurs de côté. Oui, c'est un petit meneur qui joue à droite, qui rentre beaucoup sur son pied gauche aussi. Voilà, toi, t'en as besoin, surtout si tu veux, faire l'équivalent de Tijashvili qui joue à gauche, si tu veux jouer avec en 4-4-2 ou à 4 derrière avec 4 milieux vraiment devant. Donc ça t'apporte une palette de plus tactique. Et pourquoi pas. Après, est-ce qu'il a été bon, il a été performant? Je ne connais pas ses statistiques, donc je ne pourrais pas en parler. Vraiment, c'est 16 matchs joués, un but inscrit avec Montpellier. Il revient d'une grosse blessure qui a eu lieu en avril dernier, donc c'est une fracture au pied. Là, il fait quand même une demi-saison complète avec Montpellier. Bon, peut-être juste en termes statistiques, c'est vrai qu'on l'a beaucoup dit, quand tu es offensif, ce qu'on regarde aussi beaucoup, c'est les statistiques. Bon, là, pour le moment, ça ne répond pas forcément à tout ça, quoique, on ne sait pas. Hein, et en termes d'influence sur le jeu également, je ne peux pas dire. Maintenant, c'est vrai que si tu me parles de Salut, ça viendra peut-être pas, certainement pas de lui. Ça, c'est une certitude. Par contre, il peut t'apporter une diversification dans ton jeu. C'est une bonne pioche. Comment ? Ça peut être une bonne pioche. Il faut saisir si tu peux. Après, c'est 2 millions quand même. 2 millions, oui. Donc c'est ça le truc. Donc, ça veut dire que si tu débourses 2 millions, c'est que tu comptes dessus et que tu peux le faire jouer. Ils ont dû bien l'observer aussi depuis un moment. C'est un profil qui peut jouer aussi bien en Ligue 1 apparemment. Et l'année prochaine en Ligue 2 si jamais on descend. Pas Ligue 2. Non mais en l'occurrence, je suis désolé, on est obligé d'y penser. Si c'est un achat, en tout cas, tu sais que c'est pas un prêt jusqu'à la fin de la saison, donc tu vas potentiellement le garder et que peut-être que ça rentre dans les négociations. On ne sait pas. On arrive en tout cas à la fin de cette émission. Messieurs, on va être attentifs à ce qui se passe sur le mercato. On l'a dit, il reste encore une semaine. Tout peut arriver, c'est comme le match. Nous, on y croit ici. En tout cas, moi, j'y crois. On va justement reparler de ça dès jeudi dans notre prochaine émission. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné. Nous, on se dit à très vite sur Moselle TV.